vient de guérir un bébé d'une maladie rare en changeant une seule lettre de son ADN. C'est peut-être la découverte scientifique de l'année. Le poisson clown devient temporairement plus petit pour résister à la température de l'eau. Oui, et des cacatoès sont capables de boire comme des humains. Et on terminera l'actualité mystère, et cette fois-ci on vous la fera deviner avec une image et un petit quiz. Bonjour Viviane. Bonjour Thomas, bienvenue dans ce programme chargé de notre émission avec des si. On vous rappelle, c'est le nom de l'émission. Absolument. Et on commence donc avec cette petite actu mystère que vous allez deviner. Exactement, que représente cet objet découvert tout récemment? Pour vous aider, on vous donne 3 propositions de réponse. Petit A, une arme en os de baleine vieille de 20 000 ans du sud-ouest de la France. Petit B, une pointe de lance en ivoire de mammouth sibérienne. Et petit C, une monnaie d'échange commerciale franco-espagnole vieille de 5000 ans. Dites-nous dans les commentaires ce que vous en pensez et on vous donne la réponse à la fin de l'émission. Oui, rendez-vous à la fin. Mais pour l'instant, on commence avec la première actualité. L'actualité, c'est vraiment hyper méga cool, mais on s'emballe pas évidemment. Effectivement, avec une véritable prouesse médicale qui ouvre des horizons très prometteurs pour l'avenir de la médecine, Viviane. Oui, des médecins sont parvenus à corriger une maladie génétique ultra rare chez un nourrisson en modifiant une seule lettre de son ADN. C'est l'histoire du petit KJ Muldoon qui, à seulement 7 mois, est devenu le tout premier patient au monde à bénéficier d'une thérapie génique sur mesure, une avancée développée en un temps absolument record, vous allez voir, on va vous en parler, à peine 6 mois pour lui offrir une chance face à une maladie qui est quand même très potentiellement mortelle. Et ce petit KJ Muldoon est né avec une maladie génétique sévère et extrêmement rare. On parle d'environ une naissance sur 800 000 à 1,3 million. Et cette maladie, elle est liée à l'alimentation où l'enfant n'est pas capable d'éliminer une substance toxique. Exactement. En fait, quand on mange, notre corps tente de réaliser tout un tas d'actions pour qu'on puisse digérer et métaboliser tous les nutriments. Et plus particulièrement au moment de la métabolisation des protéines, on a une production d'ammoniac. Naturelle. Naturelle, oui, effectivement. Et ça, c'est un déchet qui est très toxique, qui est tout de suite pris en charge par l'organisme pour essayer de le transformer en une molécule durée pour ensuite être éliminé dans l'urine. Ça se fait normalement grâce à une protéine, une enzyme qui s'appelle la carbamyl phosphate synthétase 1, on vous le met en dessous. Félicitations. La CPS1, son petit nom. Et le problème chez cet enfant, c'est que son organisme n'est pas capable de produire correctement cette enzyme. Ouais, donc sans cette enzyme, ça veut dire que les toxines s'accumulent dans le sang et évidemment, ça peut être dramatique. Ça peut être super toxique pour le cerveau, entraîner des dommages irréversibles, potentiellement le coma. Et malheureusement, c'est une maladie qui est mortelle chez environ la moitié des enfants au cours des premiers mois. Côté thérapeutique, on est très limité là aussi. Dialyse, régime très pauvre en protéines, greffe de foie. Bref, clairement des interventions extrêmement risquées pour un petit bébé. Mais les efforts reposent maintenant sur une toute nouvelle solution. Oui, là c'est l'équipe médicale de l'hôpital des enfants de Philadelphie qui a proposé une toute nouvelle approche, ce qui s'appelle l'édition de base. Et là, l'édition de base, c'est de la génétique. Et quand on parle de génétique, je me retourne vers Thomas. Yeah. Alors si on prend les bases, toi puis moi Viviane, on est physiquement différents. Et ça, c'est grâce à notre ADN qui va définir ça. On considère notre ADN est composé de 3 milliards de lettres avec un alphabet bien particulier. 4 lettres différentes, 4 bases, adénine, thymine, cytosine, guanine. Et donc ces 3 milliards de lettres vont définir les 20 000 gènes. Ces gènes, ils vont permettre de donner des instructions pour produire des protéines. Par exemple, l'enzyme fameuse CPS1. Celle qui pose problème chez le patient. Exactement. Cet ADN, on peut le lire vraiment très facilement. Si moi je voulais, je pourrais récupérer ta salive, envoyer ça au laboratoire et savoir si tu as effectivement bien l'enzyme qui est produite dans ton ADN ou la couleur de tes cheveux, tes yeux, etc. Ouais, la lecture de l'ADN, c'est vraiment quelque chose qu'on sait faire très bien aujourd'hui. Ouais. Et je crois que c'est le sujet de ta prochaine vidéo YouTube, qui est d'ailleurs déjà sortie, je pense. Et en fait, chez cet enfant, ils ont fait ce séquençage de l'ADN, cette lecture d'ADN, et ils se sont rendus compte que le gène CPS1 présentait une mutation, une petite modification, une lettre erronée dans son ADN. Oui, alors c'est pas du tout toutes les maladies qui ont une seule lettre qui est erronée dans l'ADN, c'est vraiment un cas très, très particulier. Et donc c'est une maladie qui est vraiment potentiellement mortelle, c'est rarissime, mais à cause d'une seule erreur dans l'ADN. Effectivement, il n'en faut vraiment pas beaucoup, et cette lettre erronée va empêcher de produire une protéine fonctionnelle et est responsable donc de cette maladie ultra rare. Ouais. Et petite erreur, grande conséquence, maintenant on a parlé d'une solution, comment est-ce qu'on peut la réparer ? Alors jusqu'à aujourd'hui, je t'aurais dit qu'il n'y avait clairement aucune solution, que c'était purement de la fiction, et que même avec les nouvelles technologies qu'on pouvait avoir, c'était très compliqué. Mais aujourd'hui, les scientifiques ont développé une technique
qui est dérivé de la technologie CRISPR-Cas9. Est-ce que ça te dit quelque chose? Alors, je sais qu'il y a eu quelques années, il y a quelques années, on en a beaucoup parlé de cette technique-là. Ça avait fait un grand bruit dans les médias. Et on utilisait l'analogie des ciseaux moléculaires, me semble-t-il. Effectivement, les petits ciseaux moléculaires, un outil qui donc permet de modifier très spécifiquement l'ADN. On considère qu'il y a 2 parties dans ce CRISPR-Cas9. La première, CRISPR, qui permet en fait de repérer, de positionner exactement l'endroit où on veut modifier la séquence d'ADN. Et la deuxième chose, c'est Cas9. C'est une protéine, une enzyme, un outil qui va permettre de découper l'ADN et de le remplacer éventuellement par une autre molécule d'ADN. Grosso modo, c'est ça l'idée. Et ça, tout ça, ça a valu un prix Nobel de chimie en 2020 à Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna. Oui, alors les Français parmi nous le connaissent sur CRISPR-Cas9. Oui. Mais j'avoue, nous, on dit toujours CRISPR-Cas9. Mais c'est la même chose. Bref, tout ça pour dire qu'on réutilise une technique qui est déjà connue pour échanger une seule lettre de l'ADN. C'est ça. Alors le problème avec cette technique, qui, comme toute technique, mais pas parfaite, c'est que le fait de devoir couper l'ADN et de le remplacer éventuellement, ça entraîne tout un tas d'effets secondaires. Ce qui fait que c'est pas l'outil forcément idéal. Donc les chercheurs se sont dit, ok, est-ce qu'on pourrait pas essayer d'avoir une variation de cette technologie-là, jouer un petit peu, bidouiller un petit peu l'outil, et ils sont arrivés sur une technique qui s'appelle l'édition de base. C'est exactement le même principe. L'outil va être capable de pouvoir repérer très spécifiquement l'endroit où il y a une erreur et où il faut agir. Et au lieu de couper l'ADN, la Cas9 a été modifiée, transformée en laboratoire pour pouvoir simplement éditer une base, éditer une seule lettre de l'ADN dans une cellule vivante. Donc on parle plus vraiment de ciseaux, mais plutôt d'une gomme génétique ou d'un effaceur, comme quand on était à l'école. Ouais, tu sais, le blanc d'un côté puis le bleu de l'autre là. Oui, j'en ai juste là d'ailleurs. Parfait. Écoute, on est exactement là-dessus. L'objectif, c'est de corriger la lettre A erronée, donc une erreur, la seule erreur qu'il y a, et de remplacer ce A par un G pour restaurer la séquence d'ADN, la séquence génétique, et permettre à ces cellules de produire finalement l'enzyme CPS1 qui est donc fonctionnelle. Alors vu comme ça, expliqué comme ça, on prend juste un effaceur, on efface, on réécrit. Ça a l'air vraiment simple. Alors ça c'est clair qu'on vous l'a très vulgarisé. C'est beaucoup plus complexe que ça. Puis c'est pas autant du bidouillage que ce qu'on vient de dire. Ça se fait pas sur un petit coin de table. On va changer le A en G et puis let's go. C'est bien plus compliqué que ça. C'est vraiment très simplifié. Et en fait ce qu'il faut comprendre c'est que c'est pas tant le fait de corriger la lettre de A à G qui est compliqué, c'est surtout le fait de réussir à placer l'outil au bon endroit et s'assurer vraiment que on tape pas dans le vent là, que c'est vraiment à un bon endroit au bon moment. Il faudrait pas changer une autre lettre et créer d'autres problèmes quoi. Exactement. Donc c'est pour ça c'est tout le détail et en fait ça se passe vraiment dans l'outil CRISPR où il y a tout un enjeu de séquence, en tout cas un design moléculaire en amont. C'est vraiment un gros casse-tête qui prend en général des années. Là, l'affaire, c'est que ça a été fait vraiment très rapidement. En 2 mois seulement, ils avaient réussi à créer l'outil. Ouais. De la conception de l'outil, en passant aux étapes cliniques, précliniques, et aussi avoir toutes les demandes d'autorisation, de mise sur le marché, du médicament. Ce qui n'est pas rien. Ce n'est pas rien, c'est des gros formulaires, c'est très long, pour ensuite finalement administrer ce médicament sur mesure, par voie intraveineuse. Tout ça est raconté dans la publication parue dans le journal New England Journal of Medicine en mai dernier, donc c'est tout frais. Ouais, tout frais. Et ça semble être très prometteur. Donc on a eu une première injection en février 2025, une autre en mars et une troisième en avril. Publiée en mai, c'est la vitesse de travail est incroyable. Ouais. Le taux d'ammoniac, là, dans les résultats, il a drastiquement chuté chez ce patient. L'enfant a repris du poids. Il peut maintenant consommer plus de protéines tout en réduisant sa consommation de médicaments. Une vraie amélioration de l'état de santé de ce petit enfant. Mais les chercheurs restent prudents, évidemment. Pourquoi ? Parce que on n'a pas encore assez de recul sur ce traitement. C'était en février dernier. Le suivi est beaucoup trop court. Donc pour le moment, on n'a eu aucune biopsie du foie pour vérifier que le gène avait bien été corrigé. Parce que ce serait trop risqué à cette étape-là pour l'enfant de faire une biopsie. Donc on ne sait pas non plus s'il pourrait y avoir des effets secondaires, des modifications non désirées ailleurs dans l'ADN. C'est difficile aussi de prévoir l'évolution neurologique de l'enfant. Bref, c'est une nouvelle hyper cool, mais on s'emballe pas parce qu'il va nous falloir plus de recul, quoi. Ça ouvre quand même beaucoup de portes pour de nouvelles potentielles avenues thérapeutiques pour d'autres maladies génétiques.
éventuellement. On précise aussi qu'on a tenté de vraiment synthétiser le protocole. C'est particulièrement complexe, comme on le disait. Par contre, on vous a mis dans la légende, dans la description, un lien vers un article du Monde qui vous explique vraiment l'histoire, cette histoire médicale et tout ce qui s'est passé, toutes les différentes péripéties. Donc, on vous met ça dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil pour en savoir un petit peu plus. Et toi, d'ailleurs, quand tu m'as présenté cette actualité, tu m'as dit, je pense que ça va être la nouvelle de l'année. Tu as trouvé ça vraiment incroyable. C'est vraiment majeur. Pour moi, c'est une découverte scientifique qui mériterait vraiment que Science, quand chaque fois ils font des revues un petit peu des dernières découvertes côté science, et ça m'étonnerait pas que ce soit dans la liste des découvertes tellement de l'année. Majeur, ouais. Tellement c'est majeur, ça ouvre beaucoup de portes, beaucoup de choses intéressantes. Après, par contre, côté éthique, c'est sûr que là, on s'approche de plus en plus de la manipulation génétique et de jouer à bidouiller toute petite lettre ici ou là. C'est le downside, c'est le dark side de ça, là. Donc, à garder en tête. Mais toujours est-il que pour cet enfant, en tout cas, visiblement, pour l'instant, à l'heure où on parle, sa vie a clairement été améliorée, son destin a été changé grâce à ces techniques. Ouais, il y a toujours un dark side aux études, aux tests ADN. Vous irez voir ma dernière vidéo sur le sujet. Je parle beaucoup du dark side. D'ailleurs, est-ce qu'on fait un petit retour en arrière de ce qu'on avait parlé il y a 2 mois ? Oui, tout à fait. Il y a 2 mois, on vous avait présenté une certaine actualité, l'histoire de l'entreprise de test ADN 23andMe qui était en faillite et on attendait des nouvelles de son potentiel rachat. C'est fait. Elle a été rachetée. Elle est en cours d'acquisition par le géant pharmaceutique Regeneron Pharmaceuticals pour 256 millions de dollars. Rien que ça. J'avoue, dans ces échelles-là, je ne sais pas si c'est beaucoup ou si c'est pas beaucoup. Ça fait beaucoup de zéros. Ça fait beaucoup de zéros. Il y a beaucoup de zéros. Et donc, Regeneron va acquérir la quasi-totalité des actifs de 23andMe, donc y compris sa biobanque de données clients et d'échantillons génétiques provenant de plus de 15 millions de patients. 15 millions. Et d'ailleurs, le chiffre est encore écrit derrière nous. Oui, vous ne le voyez pas à l'écran. Vous ne le voyez pas, mais c'est toujours écrit. Et donc, cette acquisition devrait être finalisée sous peu, donc cette année, là, d'ici la fin d'année, sous réserve de l'approbation d'un tribunal des faillites américain. L'objectif, selon cette nouvelle compagnie, c'est de faire progresser la recherche génétique à grande échelle, donc pour éventuellement produire de nouveaux médicaments, de nouveaux traitements. Entre le moment où j'ai tourné et le moment de la publication de cette vidéo, il y a déjà eu un petit retournement de situation. Il y a eu une autre offre pour le rachat de toutes les données de 23andMe par l'ancienne présidente de 23andMe. Bref, je pense que c'est très complexe tout ça. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'on se bat pour avoir vos données, nos données, et avec des gros sous, puisqu'on parle de plus de 300 millions de dollars. Alors les soumissionnaires, ils ont dû évidemment se conformer aux politiques de confidentialité. Clairement, il y a encore des incertitudes qui demeurent. On ne sait pas trop les politiques de confidentialité. Est-ce que cette quantité d'informations-là va être conservée, puis passée entre les mains, puis ensuite être arrangée un petit peu à leur sauce ? On ne sait pas trop exactement, Viviane. Est-ce que toi, tu es rassurée par cette nouvelle ? Je ne suis jamais rassurée par ce genre de nouvelles. Non, jamais. Ouais. C'est donc... Oui, on est ravis qu'ils disent vouloir se conformer aux politiques de confidentialité, mais ça se change très facilement, une politique de confidentialité. Ils vont pas dire le contraire de toute façon. Parce que là, on est un petit peu sur un coup de com', de rachat, c'est beaucoup jasé, donc ils vont pas dire le contraire, évidemment. Ouais, mais parce que sinon, ils pourraient pas racheter, je pense, peut-être s'ils se conformaient pas à la politique de confidentialité. Donc évidemment, qu'ils disent qu'ils vont le faire. Est-ce qu'ils vont le faire vraiment ? L'histoire ne le dit pas. Mais si ça vous intéresse et que vous avez déjà fait un test chez 23andMe, jusqu'à très récemment, je ne sais pas si c'est encore le cas, vous pouviez aller supprimer vos données sur le site internet. Donc je vous invite à essayer de le faire, si ça vous intéresse évidemment. Et puis allez voir ma vidéo sur ces fameux tests ADN. Je parle beaucoup des problématiques de ces données-là. Est-ce que toutes les compagnies te proposent d'éventuellement enlever tes données si tu le souhaites ? Bonne question. Je penserais que oui, mais je n'ai pas vérifié. Ok. Allez voir la vidéo. Allez voir la vidéo. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on pourrait éventuellement se faire sponsoriser par cet outil de test ADN. Qu'est-ce que t'en penses, Viviane ? Oui, avec ce que je viens de raconter dans ma vidéo, il y a peu de chance, je pense. Non, j'avoue que là, on s'est un peu grillé la mèche. Oui, là, on s'est grillé complètement. Mais tu sais quoi ? Ça me gêne même pas. Enfin, qu'on va rester sur l'appel aux dons ? On va rester sur un appel aux dons, parce que c'est vous, aujourd'hui, qui financez cette émission. Donc, on compte sur vous pour nous aider, que ce soit en partageant la vidéo au plus grand nombre, s'il vous plaît. Ça fait une énorme différence, ou en nous aidant sur KissKissBankBank. Donc n'hésitez pas à nous partager et à nous soutenir pour que cette émission continue. Merci beaucoup. Et on enchaîne avec le quiz. Je vous montre juste en dessous le petit bandeau avec les réponses et l'image qu'on cherche juste ici. Je vous laisse faire pause si vous voulez jeter un petit coup d'œil et y réfléchir, et puis on vous donne la réponse dans quelques instants.
Et on enchaîne avec l'actualité wow de l'émission. À toi, Viviane. Oui, on parle de Nemo. Enfin, pas directement de Nemo, mais de poisson clown qui serait capable de rétrécir pour survivre. Effectivement, et là on parle d'un changement de taille d'environ 0,5% et 7% sur des animaux qui font 6,8 cm, là on s'entend c'est tout petit. Pour les femelles, 5,3 cm pour les mâles, 7% c'est chez eux ça représente 0,5 cm environ. Ouais, et j'ai regardé à titre de comparaison, ça représenterait environ 12 cm chez moi, quelque chose comme ça. Ouais, quelque chose comme ça à peu près, de moins. Donc un gros talon genre. Écoute, c'est pas mon point de référence, les talons, mais oui, ça fait 12 cm. Ça peut faire 12 cm. Ouais. C'est grand quand même. Hein. C'est un vrai travail d'équipe. Ouais, c'est des échasses. C'est des échasses. Ce qui est en fait vraiment marquant dans cette étude-là, c'est que ce qu'on sait en fait sur les poissons clowns, c'est que le fait de rétrécir, ça peut impliquer un changement dans le statut social de ces poissons. Si tu prends un petit clan avec un couple, quelques congénères, c'est toujours la femelle reproductrice qui va être la plus grande. Vient après le mâle reproducteur, un petit peu plus petit, puis ensuite les dominés, entre guillemets, qui sont plus petits également. Et si jamais la femelle meurt, eh bien c'est le mâle qui va devenir femelle, et le deuxième plus grand mâle va ensuite devenir son partenaire. Aussi simple que ça sur le papier. C'est fou cette structure sociale, ils peuvent changer de sexe, et puis tout est sur la taille. Absolument, ouais. Donc tu mets de côté la richesse, puis le portefeuille, là, puis on est vraiment sur juste la taille de l'individu. Incroyable. Et s'il y a une possibilité de prendre la place vacante dans la hiérarchie, ben là, un poisson peut forcer sa croissance pour devenir plus grand que ses concurrents et donc prendre la place hiérarchique. C'est incroyable. Ouais. Et ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'il s'adapte aussi à la taille de l'anémone, qui n'est pas juste uniquement le rang social, là, c'est aussi les anémones, donc leur lieu de vie. Donc on voit en fait qu'en rétrécissant, en fait, un poisson risque de perdre sa position sociale. Ouais. D'ailleurs, c'est tellement important de rester grand socialement que l'étude montre que ceux qui ont rétréci vont faire des poussées de croissance pour compenser rapidement une fois que la vague de chaleur est passée. Absolument. Sachant ça de leur vie sociale, eh ben, ça veut dire que le fait de rétrécir est plus important que de garder leur rang social. D'où le fait de dire qu'on dise que le poisson a rétréci pour survivre. Ouais. Et ça se retrouve dans les chiffres. Les poissons qui ont rétréci au moins une fois avaient 78% plus de chances de survie par rapport à ceux qui n'ont pas changé de taille. Et tous les individus qui ont rétréci plusieurs fois ont tous survécu jusqu'à la fin de l'étude. Donc un vrai lien avec la survie, quoi. Alors justement, si on se pose un peu puis qu'on regarde un peu plus en détail, cette étude-là a été faite en Papouasie-Nouvelle-Guinée dans les massifs coralliens de la baie de Kimbe entre février et août 2023. Et on était en fait en plein dans un épisode important de blanchiment des coraux avec une température de l'eau qui atteignait parfois les 32 degrés, soit 4 degrés au-dessus des moyennes sur le long terme. Ouais, très agréable pour se baigner, mais pas terrible pour les poissons, les végétaux et la faune et la flore. Ouais. Donc il y avait 134 poissons qui ont été étudiés, des poissons clowns adultes de l'espèce Amphipyrion percula, et ils ont été suivis pendant 6 mois. Et une mesure de leur taille ainsi que de la température autour de l'anémone une fois par mois a été réalisée. La question c'est comment est-ce qu'ils ont fait pour justement les suivre, ces petits poissons-là autour de l'anémone? Ouais, c'est du boulot, c'est peut-être est-ce qu'ils plongeaient à chaque fois? Sûrement. Non. T'imagines le rêve? Tous les matins tu te lèves, tu vas plonger pour mesurer des petits poissons. Ouais, ça change de nos projets de recherche dans des bureaux sans fenêtre. Ah ouais. Au moment où on avait l'oxygène, c'est tout ce qu'on avait. Oui, c'est ça. Et la passion. Et la passion. Ah oui, toujours. Je dis ça, mais en vrai, moi, j'avais une fenêtre. Ah, chanceuse. Donc, c'est du boulot parce qu'il faut réussir à les attraper, à les mesurer de manière très précise. L'avantage, c'est qu'ils sont très faciles à suivre parce qu'ils s'éloignent très peu de leur anémone, vu que c'est leur lieu de vie. Et c'est leur marque et leur couleur unique qui permettent de les identifier assez facilement. Et en compilant les résultats, en fait, la chercheuse qui a mené cette expérience a cru d'abord que c'était pas des vrais résultats, que c'était faux, qu'elle s'était trompée quelque part. Donc, elle a vérifié 3-4 fois et ces résultats étaient vraiment très clairs. 3/4 des individus observés ont diminué de taille au moins une fois. 41% de ces poissons ont même rétréci plusieurs fois durant l'étude. Donc vraiment quelque chose de très variable. Ouais. Et donc ils rétrécissent puis s'agrandissent selon la température de l'eau. Par contre, on ne sait pas concrètement par quel mécanisme ils vont changer de taille. Dans l'article, ils mentionnent que c'est le fait qu'il y ait moins d'oxygène lorsque l'eau chauffe. Donc les poissons adopteraient leur corpulence selon la quantité d'oxygène disponible. C'est une hypothèse. Est-ce que c'est peut-être aussi parce qu'il y a moins de nourriture disponible dans l'environnement et que donc ils mincissent? C'est une autre hypothèse, on ne sait pas vraiment.
Il va falloir repartir en plongée pour aller voir, Viviane. Ah oui, bah écoute, je me porte volontaire. Est-ce qu'il y a d'autres poissons qui le font dans ces récifs coralliens? Peut-être. Sait pas, écoute, on va enquêter, on part c'est un Papouasie, c'est ça? En Papouasie-Nouvelle-Guinée. Allez, let's go, on y va. C'est parti. En route. Éventuellement un nouveau Disney qui pourrait éventuellement sortir. Ah bah oui, c'est des bonnes histoires, ça quand même. Dans le Disney, il raconte pas qu'il a changé de sexe, le papa de... Le rang social. Non, et pas de rang social, non, c'est... Pas ça. Et pourtant, c'est du bon scénario. Hein. C'est du bon scénario. D'ailleurs, sur Instagram, on nous a demandé si tu avais finalement écouté la suite du Monde de Nemo. Est-ce que non, j'ai pas écouté. On a besoin d'un follow-up là-dessus, c'est une vraie question. C'est une vraie question, c'est vrai que c'était une vraie question. Non, je l'ai pas vu, je vais attendre que mon bébé soit assez grand, puis je vais regarder en même temps que lui, comme ça, une pierre deux coups. Parfait, fait que tu vas comme pouvoir enchaîner le Monde de Nemo puis le Monde de Dory. Exactement, voilà, on va faire les deux. Excellent, on vous tiendra au courant évidemment. Dans quelques années. Faut que l'émission dure, donc faut nous soutenir. Allez, on enchaîne avec une vidéo qui nous a fait beaucoup sourire et qui fait l'objet d'une vraie publication scientifique. On vous parle de scientifiques qui ont observé une troupe de cacatoès qui a appris à manipuler les fontaines à boire conçues à la base pour les humains en utilisant une série de torsions et de maintien pour essayer de faire jaillir l'eau de la fontaine. Ouais, assez incroyable, mais des cacatoès ont appris à utiliser des fontaines d'eau. Alors, c'est sûr, ça paraît un peu anecdotique, un peu fun fact sur ces oiseaux, mais en fait, c'est une vraie étude scientifique très sérieuse qui nous vient d'Australie. Absolument. Puis ces oiseaux sont très caractéristiques. On vous les montre juste ici. La petite crête, blanc avec une petite huppe jaune, assez connue aussi pour fouiller dans les poubelles à Sydney, un peu comme les écureuils à Montréal. Je m'en souviens, je les avais vus. J'étais allée il y a quelques années à Sydney, puis je les avais vus ces oiseaux-là. Mais là, on passe vraiment à un niveau de complexité bien supérieur avec ces fontaines à eau. Ah oui, ça n'a jamais été observé chez d'autres oiseaux auparavant. Et c'est Barbara Klump, une écologiste comportementale de l'université de Vienne, qui n'est pas du tout en Australie, mais qui est à l'origine de cette découverte. Elle étudie les cacatoès de Sydney depuis des années et c'est en 2018, lors de travaux sur le terrain dans l'ouest de la ville, qu'elle a remarqué plusieurs de ces oiseaux. Ils attendaient chacun leur tour auprès de la fontaine. Et pour boire à ces fontaines, en fait, les cacatoès font exactement comme les humains, vu que la fontaine marche assez simplement. Le tuto fontaine à eau. Alors, tuto fontaine, il faut d'abord tapoter, puis tourner et maintenir la poignée pour que l'eau jaillisse. C'est parfait. Voilà. Je ne sais pas si vous attendez d'avoir un tuto fontaine à eau aujourd'hui, mais on vous l'avez vu. Sans fontaine en plus. Tuto fontaine sans fontaine. Et forcément, comme c'est une vraie étude, pour valider son point, il fallait quand même prendre des mesures et tout installer tout un dispositif avec une caméra pour essayer de prendre des heures et des heures de présence des cacatoès, 14 heures en tout, avec ce dispositif. Ça lui a permis d'identifier 525 possibilités tentatives de boire à cette fontaine à eau. Je viens de réaliser. 525 tentatives en 14 heures, ça fait beaucoup quand même. Ça fait beaucoup. Ouais. Mais quand on voit sur la vidéo, il y a quand même beaucoup de cacatoès qui tournent autour de l'eau. Enfin, qu'en une heure, ça va quand même assez vite, je pense, au niveau du décompte. Le fait de placer une ou deux pattes sur la poignée rotative, comme vous avez pu voir dans la vidéo, puis ensuite utiliser son poids pour essayer de tourner dans les sens des aiguilles d'une montre, important, et ensuite de la remettre en place, et ensuite de profiter de l'eau qui jaillit. Tout un logistique pour ces petits cacatoès. Et c'est là qu'on voit toute la dextérité de ces oiseaux, particulièrement ingénieux, capables d'utiliser leurs pattes et leur bec pour satisfaire leur soif. Bon, par contre, ça ne marche pas tous les coups parce qu'il y avait seulement 41% des tentatives qui ont été une réussite. Et les scientifiques expliquent que lorsqu'ils ont échoué, c'est parce que les cacatoès se bousculaient et étaient beaucoup trop impatients de tester la fontaine d'eau. Donc, intelligent, oui, mais pas très patient. Donc ça va demander encore un peu plus d'heures de travail, de workout pour essayer de mieux récupérer l'eau. Alors la question qu'on pourrait se poser, c'est pourquoi est-ce qu'ils ont utilisé des fontaines d'eau et pas des petits ruisseaux ou des flaques d'eau? Eh bien, il n'y a pas beaucoup d'hypothèses. L'une d'entre elles pourrait simplement d'avoir une eau plus propre et d'avoir une eau plus accessible éventuellement, et puis aussi d'être en hauteur, d'être perché pour essayer de faire en sorte d'avoir un visuel sur les potentiels prédateurs qui pourraient autour. C'est une hypothèse, et puis c'est une activité qui nous a fait sourire, qu'on voulait vous la partager. Et puis c'est mignon. C'est cute. On termine avec l'actualité mystère. Ah oui, absolument. Alors, aviez-vous trouvé la réponse chez vous? On vous remet ces 3 propositions de réponse. Quel est l'objet derrière cette image-là? Avez-vous une idée? Dites-nous dans les commentaires, on va vous lire. On avait une arme en os de baleine vieille de 20 000 ans du sud-ouest de la France, une pointe de lance en ivoire de mammouth sibérienne, et enfin, 3e possibilité, une monnaie d'échange commerciale franco-espagnole vieille de 5 000 ans. Et la bonne réponse, c'était la première. L'étude dans Nature Communication a révélé que des outils et des armes comme celui que vous voyez ici ont été fabriqués à partir d'os de baleine il y a environ 20 000 ans.
C'est une découverte qui a été faite dans le golfe de Gascogne. Tu vois aussi le golfe de Gascogne à peu près? Oui, c'est dans l'ouest de la France, entre la Bretagne, toute la côte atlantique en dessous de la Bretagne. Plus au sud-ouest de la France, mettons. Ouais. Cette découverte donc, a été faite dans le golfe de Gascogne et ça repousse de 1000 ans la date que les scientifiques avaient établie pour la première utilisation des os de cétacés par des humains préhistoriques. Est-ce que quand je t'ai montré l'image, parce qu'en fait, c'est moi qui ai conçu ce quiz, cette image-là. Est-ce que tu avais une idée tout de suite de ce que c'était? J'avoue, je l'ai vu, j'ai tout de suite pensé à un os de baleine. Je sais pas pourquoi. De baleine spécifiquement? De baleine spécifiquement. Ok. J'avoue que récemment, j'ai entendu parler d'un os pénien de baleine. Oh. Et j'ai tout de suite pensé à ça. Alors, je pense pas que ce soit un os pénien, je ne sais pas. Alors, dans quel contexte tu as entendu parler d'un os pénien? C'est ça qu'on veut savoir maintenant. Alors, je parlais avec Pierre Kerner, qui est un biologiste. Et vous parlez de... On parle de beaucoup de choses avec Pierre. Okay, et donc, il m'a parlé de l'os pénien. Voilà. Et j'avais trouvé ça... cocasse. Objet d'une prochaine vidéo ou non? C'était une supposition et finalement ça a été annulé, non. Parfait. Parce que YouTube n'aurait pas aimé genre de... Non, parce que ça marchait pas dans le flow de cette vidéo-là. En tout cas, il y aurait une demande de faire des genres de vidéos là sur ce sujet-là éventuellement, maintenant qu'on a lancé l'idée. C'est ça. Mais c'est pas trop le style de Stylabus. C'est vrai. C'est pas trop dans ta ligne. Non, c'est pas ma ligne de Alors, est-ce que vous avez la bonne réponse à la maison? Dites-nous. Dites-nous aussi si vous aimez ce genre de quiz-là. On a testé autre chose avec une image du jour, puis un petit quiz qu'on a concocté spécialement pour vous. Est-ce que c'était trop intense au niveau des réponses? Peut-être on s'est un petit peu cassé la tête pour essayer de vous amener vers une autre trajectoire. Mais dites-nous. On espère en tout cas que vous avez apprécié. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Oui, et n'hésitez pas à nous soutenir également. On vous le rappelle, cette émission, pour l'instant, elle dépend que de vous. Donc, on apprécie beaucoup que vous soyez là. N'hésitez pas à la partager ou à nous aider sur KissKiss. Et pour finir, on vous laisse avec 3 choses à aller voir parce qu'on veut pas que vous soyez perdus à la fin de cette vidéo. Première chose à aller voir, évidemment, on en a déjà parlé, la dernière vidéo de Stylabus qui parle des tests ADN et pas de façon très positive, mais c'est intéressant quand même. Et puis on vous invite aussi à aller voir notre dernière émission d'actualité scientifique, la 7e, d'Avec Desi. On discute d'antivenin universel, de l'impact d'un accouchement sur le corps, d'une nouvelle couleur et puis de lunettes boostées à l'IA qui permettent de redonner la vue. Et enfin, 3 matins par semaine, venez voir les lives d'actualité scientifique de Thomas sur Twitch, sur sa chaîne Science à la carte. On vous remercie, dites-nous en commentaire quelle actu vous a le plus marqué, on vous écoute et on se retrouve le mois prochain. Bye bye.